Bonsoir, merci beaucoup pour l'introduction et merci pour votre accueil. Donc effectivement, aujourd'hui, j'ai prévu de vous parler de l'évolution, en fait, de l'exploration spatiale vers l'exploitation de l'espace. Comment on passe, en fait, des missions pionniers, de précurseurs, d'explorateurs à du commerce. Donc ce sont les enjeux des prochaines, je dirais même de la prochaine décennie. Donc, j'ai prévu déjà de commencer par vous présenter un peu le contexte. Donc, effectivement, comme cela a été dit dans l'introduction, moi je m'intéresse beaucoup aux missions vers la Lune. Pourquoi? Parce que l'ensemble des agences spatiales à travers la planète, la Terre, travaillent ensemble. L'espace, en fait, l'exploration spatiale, c'est vraiment un domaine où on arrive à travailler tous ensemble. C'est aussi, on pourra en discuter plus tard, mais c'est vraiment un domaine d'inspiration, de motivation pour toutes les générations et qui fait qu'on arrive à travailler paisiblement ensemble. C'est une des raisons pour lesquelles je suis passionnée par ce domaine. Donc, les agences spatiales se réunissent régulièrement pour définir ce qu'on appelle une feuille de route, c'est-à-dire dans quelle direction on va mettre nos efforts pour faire avancer nos connaissances et l'exploration. Donc, elles ont établi qu'elles veulent bien connaître, bien comprendre l'environnement spatial autour de la Terre, déjà, de passer par la Lune, s'entraîner sur la Lune en ayant comme objectif final d'emmener des hommes sur la surface de Mars. Donc c'est un challenge qui est extrêmement ambitieux. Et donc vous avez quelques images justement en dessous qui... pardon, je me suis trompée avec la télécommande. Vous avez des images en dessous qui vous parlent des différents projets qui sont envisagés ou qui sont en cours. Mais parallèlement à tous ces programmes spatiaux, scientifiques, viennent s'ajouter depuis quelques années l'arrivée d'ambitions économiques et commerciales. Alors souvent on y met un côté négatif et je vais essayer de vous expliquer pourquoi, malgré tout, moi j'y vois du positif là-dedans. Alors, voici le plan de mon exposé. Donc, comme il a été dit en introduction, moi je suis un prof dans une école d'ingénieurs. Donc j'aime bien quand mes étudiants m'interrompent, donc n'hésitez pas. Vous pouvez garder vos questions pour la fin, mais n'hésitez pas à m'interrompre pendant que je parle. Je serai ravie, au contraire, d'échanger et d'adapter mon exposé par rapport à vos attentes. Donc, ce que moi j'ai prévu ce soir, c'est ces 4 grands axes de discussion. Déjà, je vais vous donner un peu plus en détail des éléments de contexte sur l'exploration. Là, je vous ai montré une planche qui faisait une synthèse, mais je vais un peu plus détailler tout ça. Ensuite, on parlera de la situation actuelle. Qu'est-ce qu'on fait actuellement dans le domaine de l'exploration et pourquoi on est si proche de l'exploitation de l'espace. Et justement, on verra quels sont les enjeux de cette exploitation de l'environnement spatial. Et je finirai sur les enjeux et les défis, mais aussi les bénéfices attendus. Et c'est pour ça qu'il y a une petite note positive. Donc, commençons déjà par quelques définitions. Alors, il y a 4 grands axes que j'aimerais bien définir avec vous. Donc, je vais vous le définir suivant mon point de vue, comment moi je l'utilise dans ma recherche et dans mon enseignement. Donc déjà, on va définir ce que c'est que l'espace. On va définir aussi ce que c'est qu'un astronaute et on va voir pourquoi, même si ça nous semble tous évident de ce que c'est qu'un astronaute, parce que quand il y a plein de petits enfants qui rêvent d'en faire leur métier, et des grands aussi, mais pourquoi ce terme-là, ce concept-là est en train d'évoluer. Ensuite, on parlera d'exploration pour pouvoir introduire la notion d'exploitation et bien comprendre la différence. Donc commençons par l'espace. Donc déjà, d'après vous, où se trouve l'espace? Où se trouve la limite de l'espace? Quand est-ce que je suis dans l'espace? Est-ce que vous avez un ordre de grandeur? Alors, si vous lisez la planche, vous aurez la réponse, mais voilà, c'est 100 km. Donc, entre Toulouse et ici, il y a combien? Voilà, donc vous voyez, la distance, elle est proche. L'espace, c'est juste au-dessus de notre tête. Par contre, il faut une énergie folle parce qu'il faut arriver à s'arracher de l'attraction terrestre, de se donner suffisamment d'énergie pour s'en éloigner, mais en fait l'espace c'est juste au-dessus de nos têtes.
Mais après, il peut aller à l'infini, donc il est très grand. Et, il y a des distances qu'on n'arrive même pas à imaginer tellement c'est loin. Donc l'espace, c'est de la région qui va commencer, on l'a dit, à 100 km. Ces 100 km-là, ils ont été désignés par un scientifique qui travaillait à la NASA, qui s'appelait Monsieur Kármán, qui était un spécialiste de la densité atmosphérique. Et avec ses calculs, ses expériences, il s'est dit, à peu près à 100 km, c'est là où on peut considérer que c'est la fin de l'atmosphère. Alors au-delà, on a encore des particules, on va en avoir jusqu'à peu près 1500 km d'altitude. Elles vont nous gêner parce qu'elles vont faire du frottement, elles vont empêcher nos véhicules de se déplacer. Mais si on redescend en dessous de 100 km, on va pouvoir descendre jusqu'à 50, 45 km pour rentrer dans ce qu'on appelle la stratosphère. Donc la stratosphère, on commence à avoir une atmosphère un peu plus dense, et c'est là, celle-là qu'on va avoir beaucoup de ballons stratosphériques. Ouais. Est-ce que vous savez à quoi ça sert les ballons? La météo, ça sert aussi à faire de l'observation, c'est-à-dire qu'on peut embarquer des caméras, ça coûte beaucoup moins cher que d'aller dans l'espace, donc ça a cet intérêt-là. On peut s'en servir aussi pour faire de la qualification d'équipement. C'est-à-dire que quand on veut envoyer quelque chose dans l'espace, on aime bien, on ne peut pas aller le réparer. À part Hubble et quelques autres satellites, pour l'instant, on n'a pas été réparer des satellites une fois qu'ils étaient dans l'espace. Donc on aime bien tester dans des ballons, parce que ça nous permet de les faire redescendre, de les modifier avant de les envoyer dans l'espace. Donc, voilà. On va voir que finalement cette zone de 40-50 km commence à intéresser des gens. On en reparlera tout à l'heure quand on parlera de la commercialisation de l'espace. On reparlera des ballons stratosphériques. Et ensuite, on a mis des noms sur chacune des altitudes, parce que c'est la distance par rapport à la surface de la Terre. Et on va voir tout à l'heure qu'on va avoir différents cas d'utilisation. Mais ce qu'il y a, c'est que cet environnement-là, pour nous les humains, il n'est pas du tout confortable. C'est vraiment un environnement hostile. Déjà parce qu'on ne peut pas y respirer, on n'a pas d'air, donc on y serait dans une situation pas agréable du tout. On a l'absence de microgravité, c'est pour ça qu'on voit flotter les astronautes. En fait, les astronautes, quand on les voit flotter dans l'espace, ils sont en chute libre. Ils sont injectés dans l'espace avec une vitesse initiale qui fait qu'ils sont toujours en train de tourner autour de la Terre, ils sont tout le temps en train de tomber. Et c'est parce qu'ils ne rencontrent pas de surface qu'ils sont toujours en train de tomber. Mais ils sont toujours soumis à la gravité, en fait, terrestre. Ensuite, il y a des températures qui sont extrêmes, c'est-à-dire que comme on n'a plus l'atmosphère nous permet d'homogénéiser les températures. Mais quand on est dans l'espace, là où il fait froid, il fait très très froid. C'est-à-dire quand on est face au vide sidéral, il fait très froid. Mais quand on est face au soleil, il fait très très chaud. Et donc, quand il fait froid, vous savez que les structures, elles ont tendance à se contracter. Et quand au contraire on est au soleil, ça a tendance à se dilater. Donc il faut penser justement aux interfaces, comment ça va se passer. Mais aussi pour les astronautes, parce qu'ils peuvent avoir très très chaud ou au contraire très très froid, et donc il faut les protéger. Et puis après, vous avez des tas d'objets qui sont dans l'espace et qui s'appellent des débris spatiaux, on reviendra sur ce sujet un peu tout à l'heure, et qui se déplacent à des vitesses qui sont très importantes. Est-ce que vous avez une idée d'ordre de grandeur de la vitesse d'un satellite qui va se trouver en orbite basse, comme la station spatiale? Alors, c'est 7 à 8 km par seconde. Donc quand deux objets qui vont à cette vitesse-là se rencontrent, vous imaginez le choc et la collision, le transfert d'énergie qu'il va y avoir. Donc ça peut juste casser un objet, mais ça peut complètement le détruire et générer des nouveaux débris. Donc on voit que l'espace, c'est un environnement qui est extrême, quand il faut être vraiment motivé pour y aller, y avoir de bonnes raisons. Gardez ça en tête pendant parce qu'on va y revenir plusieurs fois. Le fait que, en fait, on va dans un environnement qui est hostile. Deuxième élément important de la définition, c'est la notion d'astronaute. Donc on définit par astronaute quelqu'un qui va au-delà de 100 km, qui a fait au moins une orbite autour de la Terre,
et qui y va pour travailler. C'est une personne qui a été sélectionnée, entraînée et qui va accomplir une mission. Donc ça, c'était la définition originale, quand il n'y avait que les agences spatiales qui sélectionnaient des gens et qui les envoyaient dans l'espace. Mais maintenant, on voit apparaître un certain nombre de... Bon, alors, il y a aussi des terminologies différentes en fonction des pays, comme on va... Moi, je vais utiliser le terme astronaute, parce que c'est celui qu'on utilise le plus, mais vous avez le terme de cosmonaute, de spationaute, vous avez le terme de taïkonaute, et l'indien, alors, c'est vyomanote, qui est aussi utilisé. Mais voilà, donc depuis quelques années, on a dans l'espace des touristes spatiaux, donc des gens qui ont payé leur billet pour... Quand on pense tourisme, on pense voyage, vacances, loisirs. Donc c'est des gens qui vont dans l'espace pour leurs loisirs. Vous vous souvenez, la définition que j'ai donnée tout à l'heure, c'est des gens qui y vont pour travailler. Donc viennent se cohabiter des gens qui n'ont pas du tout les mêmes intentions, les mêmes objectifs, les mêmes formations, dans un environnement qu'on a vu tout à l'heure qui est extrême, pour lequel il faut se préparer. Et là, on voit arriver une nouvelle sorte d'astronautes, c'est ce qu'on appelle les astronautes privés ou les astronautes commerciaux. Donc ceux-là, ils vont dans l'espace pour y travailler, mais la seule différence qu'il y a, c'est qu'ils ne sont pas payés avec les fonds publics, mais ils sont payés avec des fonds privés. Donc c'est la même chose, c'est-à-dire qu'ils seront sélectionnés non pas par une agence spatiale, une agence gouvernementale, mais par une entreprise, et ils vont être entraînés et ils iront pour travailler. Et là, on voit apparaître de nouveaux métiers. Parce que les astronautes que l'on a actuellement, ils y vont pour faire de la science, ils y vont pour faire de la maintenance, réparer, nettoyer, maintenir les véhicules en bon état. Là, on a des gens qui vont y aller pour accomplir leur métier de journaliste, pour accomplir toutes sortes d'activités, des pilotes, mais aussi des scientifiques privés. D'accord ? Donc ça, là, on n'en est qu'au début de cette histoire-là, mais il est fort probable que dans la prochaine décennie qu'il y a devant nous, ce nombre d'astronautes privés soit multiplié par 10, 100 ou 1000. Vu le nombre de projets, si tous les projets qui sont en cours venaient à se réaliser. Donc pour mémoire, je vous ai mis des photos des premiers voyageurs spatiaux avec Yuri Gagarin et le chien Laika. Alors, la définition d'après, c'est l'exploration. Donc, vous avez trouvé toutes sortes de définitions standards. Enfin, je vous en ai mis une qui justement est assez classique. C'est l'exploration, c'est l'ensemble des activités qui se déroulent dans l'espace, c'est-à-dire au-dessus de 100 km, et qui ont pour des objectifs qui soient scientifiques ou économiques ou militaires. Donc on va retrouver plein d'activités. C'est la raison pour laquelle on envoie des gens, on envoie des sondes, on envoie des robots faire de la science, faire du commerce pour nous, et avoir des objectifs militaires. C'est-à-dire, donc, côté scientifique, quand on est dans l'espace, on voit la Terre dans sa globalité. Donc, aller dans l'espace, c'est vraiment un enjeu, et c'est grâce aux missions satellites qu'on a pu comprendre, enfin, en tout cas observer le réchauffement climatique, puisqu'on a vu que les phénomènes étaient globaux sur la Terre, et qu'on peut les observer, des phénomènes de déforestation, des phénomènes de diminution de la glace au pôle, parce que à chaque fois que les satellites repassent au-dessus de la zone, on va pouvoir comparer les images. On va pouvoir aussi étudier les autres corps célestes depuis l'espace et mieux les comprendre, se poser des questions sur l'origine de l'eau sur la Terre, l'origine de la vie, en comparant ce qui a pu se passer sur Mars, sur Vénus, qui sont des planètes extrêmement hostiles par rapport à la Terre, mais c'est grâce aux missions qu'on envoie sur ces planètes-là qu'on arrive à comprendre notre histoire, l'histoire de notre système solaire. Et puis, on peut aussi découvrir des nouveaux objets célestes, comme les exoplanètes, par exemple. Alors, au niveau des objets économiques, vous avez ce qu'on appelle la notion de service ou d'application. Donc les télécommunications, les satellites de navigation, donc la localisation, ou les observations de la Terre, la météo par exemple. En fait,
Nous, en tant qu'être humain, actuellement, en France, toutes les minutes, on utilise à peu près les services d'une dizaine de satellites. Donc si on venait à supprimer tous ces satellites, on serait bien embêté. Et on a ce sont des ressources qui sont critiques. Par exemple, les secours, maintenant, que ce soit les pompiers, les policiers, les gendarmes, tout ça, toute leur communication passe par les satellites. Donc c'est extrêmement utile. Ensuite, vous avez les objectifs militaires pour tout ce qui va être écoute, surveillance, pour voir un peu ce qui se passe à côté et pour se protéger ou protéger ses alliés dans des alliances militaires et nationales. Donc ça, c'est les aspects qui sont les grands objectifs. Et enfin, il y a pourquoi on envoie les humains en particulier dans l'espace. Je vous ai dit que c'était extrêmement hostile, alors pourquoi on ne reste pas sur Terre où on est quand même beaucoup plus confortable? Qu'est-ce que peut faire l'homme que la sonde ou le robot ne peut pas faire? Donc déjà, pour l'instant, on envoie les humains uniquement en orbite terrestre. Il y a eu 12 marcheurs lunaires, mais c'est tout petit par rapport au nombre total d'astronautes qu'il y a pu avoir. On les envoie pour des durées de maximum 1 an. On pourra revenir sur ces sujets-là. Et on les envoie surtout pour faire de la science sur eux aussi. Donc ils font de la science, ils remplissent les conditions des objectifs scientifiques qu'on a vus tout à l'heure, mais aussi ils sont des objets d'études. Notamment, ils ont fait, grâce à eux, on a pu avancer sur des tas de connaissances dans des champs médicaux. Donc ça, c'est les définitions globales de l'exploration spatiale, mais celles que moi j'utilise dans ma recherche, c'est vraiment les missions qui concernent les humains et les robots pour pousser les limites de notre connaissance, les frontières de notre connaissance, c'est-à-dire aller dans des zones qui n'ont pas encore été explorées. Donc un peu comme Christophe Colomb quand il a traversé l'Atlantique pour aller découvrir l'Amérique. Donc là, voilà, donc c'est ce terme-là d'exploration que moi je vais garder en tête et dans mon exposé. Dernière définition, l'exploitation. Donc derrière la notion d'exploitation, il y a la notion de commerce, c'est-à-dire d'échange d'argent, de vente de services. Donc on va retrouver les sujets qu'on a vus tout à l'heure, mais surtout, il faut voir que les agences spatiales, et ce n'est pas nouveau, ont toujours fait ça. C'est-à-dire qu'elles sont là comme des précurseurs, elles mettent en place, elles poussent l'innovation, elles mettent en place des technologies, et quand ça devient pérenne, quand ça fonctionne bien, eh ben, elles passent la main à l'industrie, et elles passent la main au business. Et ça devient une activité récurrente. D'accord? Donc ça a toujours été le cas. Mais actuellement, on observe une dynamique très active, une croissance, et donc ça devient beaucoup plus visible. Mais ça a toujours existé. Donc c'est le cas notamment pour les différents services dont on a parlé tout à l'heure, télécommunications, navigation, observation. Mais ce qui change actuellement pour ces services, c'est qu'avant on envoyait un gros satellite. Maintenant on remplace un gros satellite par des constellations, donc c'est un ensemble de satellites qui fonctionnent ensemble. Et au lieu d'en envoyer une dizaine, on en envoie des centaines, voire des milliers. Donc c'est ce phénomène-là des méga-constellations. Avant, on fabriquait un gros satellite de télécommunication qui faisait 2 tonnes et qui allait rester pendant 10-15 ans à porter son service. Maintenant, on fait des tout petits satellites qu'on appelle des nanosatellites qui sont à peu près, ils font 3 litres pour vous donner le volume. Et oui, grâce à la miniaturisation de tout ce qu'on sait faire en tout petit, notamment en électronique, tout ce qu'on sait faire en embarqué, tous les progrès qu'on a pu faire, on peut faire des tout petits satellites comme ça. Le problème, c'est qu'ils ont une durée de vie qui est beaucoup plus petite. La moyenne, elle est entre 3 et 6 mois. Donc ça change en fait. Ils sont beaucoup moins chers, donc on peut en faire plus. Comme ils sont plus petits, ça nous coûte moins d'énergie pour les envoyer. On les envoie moins loin aussi, puisqu'ils sont en orbite basse, alors au lieu d'être en orbite géostationnaire. Mais voilà, ils ont une durée de vie qui est beaucoup plus courte. Donc c'est un changement de façon de penser, de façon de concevoir les missions spatiales. Ce qui est en train d'apparaître, et ça on pourra beaucoup en discuter tout à l'heure, c'est l'utilisation des ressources naturelles des corps célestes. Actuellement,
on a vu pourquoi on allait dans l'espace, mais dans la feuille de route là, que je vous ai montrée au début, un des objectifs de la Lune, c'est de s'entraîner pour aller sur Mars, mais c'est aussi venir exploiter les ressources de la Lune. Donc pour en faire quoi? On verra ça tout à l'heure dans une autre planche. Mais voilà, c'est exploiter des ressources pour faire du business, pour générer une économie. Et enfin, un autre sujet, c'est le tourisme spatial. Donc les gens qui vont dans l'espace pour leur loisir. Donc on voit que ce qui est en train de se passer, c'est une implication croissante des entreprises dans le domaine spatial. C'est des transferts de connaissances, de compétences, de savoir-faire des agences spatiales vers l'industrie, des transferts de brevets par exemple, mais c'est pousser l'innovation plus loin encore. Donc on a par exemple ici une image avec les lanceurs de SpaceX qui ont poussé le réutilisable. Donc ça a été une avance technologique, clairement. Création de nouveaux marchés, et derrière tout ça, et ben forcément, il y a des nouveaux défis. Il y a des défis scientifiques et technologiques, mais on va trouver des défis réglementaires, légaux, éthiques, environnementaux, et j'aimerais bien en discuter avec vous tout à l'heure, parce que ce sont les questions que je me pose, et du coup, j'aime bien en discuter. Donc, la situation dans laquelle on est actuellement, elle est le résultat de toute une histoire. Alors effectivement, l'histoire de la conquête spatiale, comme on emploie souvent le terme, elle est récente. Premier satellite, Sputnik, 59, ouais. Donc moi, quand je fais mes cours à Super Héros, je leur dis que la conquête spatiale, elle date du XIe siècle. Et elle a commencé en Chine, parce que le peuple chinois est très fort en fusées, mais des fusées pour faire des feux d'artifice. Et c'est les premières fusées, un étage, 2 étages, elles ont été créées à cette époque-là. Et sans eux, ben, on n'en serait pas là. Hein. Donc ça remonte à très très longtemps. Effectivement, il a fallu beaucoup de temps pour aller jusqu'au pas d'après. L'étape d'après, c'est plutôt l'observation de l'espace, de comprendre comment fonctionnent tous les corps célestes. Donc là, on est plus l'époque des grands mathématiciens qui ont essayé de comprendre, de mesurer les évolutions. Donc on est 16e, 17e, 18e siècle. Puis est arrivée la révolution du 20e siècle avec la relativité générale, Einstein. Et donc là, on a regardé les choses différemment. Et puis effectivement, Sputnik. Et puis très vite, c'est allé très vite en fait. Premier satellite, premier homme dans l'espace, on a vu Gagarine tout à l'heure, et très vite, on a vu que, vous voyez, on ne voit pas très bien sur la planche, mais la Russie a souhaité envoyer une sonde sur Mars en 1971. Donc par rapport à 1959, c'est allé très très vite. Quand on voit que 50 ans après, on n'a toujours pas mis quelqu'un sur Mars, on sait que c'est extrêmement difficile. Donc après, ça a été les premières stations spatiales, les premiers rendez-vous spatiaux, chers à mon cœur, c'est-à-dire des gens on vient arrimer un véhicule sur un autre véhicule qui est en train de tourner. Vous vous souvenez à quelle vitesse il va ? 7 km par seconde. Donc rapprocher 2 objets sans qu'ils se détruisent avec cette vitesse-là, c'est un beau challenge. Donc construction de nombreuses stations. Premier homme sur la Lune, hein, Neil Armstrong. Et au fur et à mesure qu'on avance, on a de plus en plus de nouveaux entrants aussi. Donc vous connaissez l'histoire de la guerre froide, les enjeux entre le bloc russe et le bloc soviétique à l'époque et le bloc américain, qui a eu comme bénéfice de faire des avancées. Et puis en 1998, ils se sont dit, bah, finalement on va travailler ensemble, ce sera plus simple. Et donc la naissance de l'ISS, la Station Spatiale Internationale. Et puis, à partir de là, on a l'arrivée des premiers touristes spatials. On va avoir le programme chinois qui se développe de plus en plus. Et je vous ai mis en zoom sur la partie droite de la planche une accélération. Moi, j'ai vraiment vu l'année 2021 comme une année charnière dans l'évolution de l'exploration spatiale.
puisque dans la même année, on a, bon alors c'était en 2020, mais premier vol commercial vers la station. C'est-à-dire que pendant longtemps, comme les États-Unis ont dû arrêter l'exploitation de la navette spatiale parce qu'elle était trop dangereuse et qu'elle était trop chère à maintenir, on a dit, bon, on arrête tout, et le seul moyen d'accéder à la station, c'était de monter à bord d'un véhicule russe. Mais donc en 2020, le premier vol d'un véhicule commercial vers l'ISS, puisque les États-Unis ont dit, bon, voilà, nous on sait faire, mais maintenant on passe la main aux industriels, et c'est SpaceX qui a fait le premier vol commercial. Donc juste quelques mois après, on a eu la rivalité, alors aux États-Unis, sur les vols suborbitaux. Vous vous souvenez, on a dit la limite c'est 100 km. Donc si vous dites je veux être un astronaute, je veux aller dans l'espace, je vais à 100 km. On a vu tout à l'heure que c'est pas très long. Donc vous avez des entreprises comme Blue Origin, comme Virgin Galactic qui ont décidé avec des concepts complètement différents, d'aller flirter avec cette limite des 100 km et d'emmener des passagers. Donc c'est ce qui s'est passé en juillet, août 2021. Donc là, d'un coup, ça partait par paquet de 4, les gens, et on a eu plein de nouvelles belles personnes dans l'espace. Septembre 2021, là, on a je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est la mission Crew Inspiration 4. Donc c'est un milliardaire américain, Jared Isaacman, qui a choisi de offrir la possibilité à 3 personnes issues du grand public d'aller dans l'espace avec lui. Mais il n'avait pas de ticket pour entrer dans l'ISS. Donc il est allé voir Monsieur Musk et il lui a dit ben, fais-moi un vaisseau pour que j'emmène ces 3 personnes-là avec moi dans l'espace. Donc il a tiré au sort, enfin presque tiré au sort, mais il a choisi une personne qui était enfant, avait eu un cancer et s'était rétablie de son cancer et qui travaille comme infirmière, je crois, dans un hôpital pour enfants. Donc il a trouvé que les valeurs qu'elle portait étaient un message pour le grand public. Et les fonds qu'il a retirés de cette expérience-là, il l'a donné à cet hôpital-là. Ensuite, il a choisi une scientifique, une femme noire scientifique qui avait été très loin dans la sélection des astronautes américains, qui s'étaient arrêtés vraiment dans les tout derniers. Donc il lui a donné l'opportunité d'aller dans l'espace. Et enfin, il a tiré au sort quelqu'un. Donc il y a un monsieur qui devait aller, qui n'a pas pu aller, donc il a pris le backup. Donc voilà, donc ils sont partis tous les 4. Ils ont été sélectionnés en février 2021. Ils ont commencé à s'entraîner en avril 2021 et en septembre 2021, ils partaient pour 3-4 jours dans l'espace à bord d'un vaisseau complètement commercial à 550 km d'altitude, sachant que l'ISS elle est à 400. Donc voilà, pour moi ça a été vraiment un bouleversement parce que c'est des gens qui disent oui, on va dans l'espace à notre façon. On n'a pas besoin des gouvernements, des institutions. Ils ont besoin de l'argent, beaucoup d'argent, mais ils y sont allés tout seuls. Ensuite, on a eu, juste 2 mois après, les côtés russes, ils ont envoyé dans l'ISS un metteur en scène, un réalisateur et une actrice pour tourner un film dans la station. Donc ça aussi, ça a encore été... Là, c'est vraiment la définition des astronautes commerciaux, c'est-à-dire qu'eux sont allés dans l'espace pour y travailler. Et puis, en mois de décembre, vous avez un milliardaire japonais qui a mis en place un programme qu'il a appelé Dear Moon, où il veut être le premier voyageur commercial autour de la Lune, entouré de 7 ou 8 artistes qu'il a sélectionnés. Et donc avant, il s'est dit, je vais aller dans l'ISS pour m'entraîner. Donc vous voyez, cette année-là a vraiment emmené toutes sortes de projets très différents, mais qui montrent que l'espace, enfin en tout cas, l'exploration spatiale est vraiment en train de changer, avec des nouveaux entrants, des nouveaux acteurs, mais aussi des nouveaux pays. Alors si on va un peu plus loin, qu'on regarde vers Mars, on voit que la même année, on a eu 3 sondes qui sont allées vers Mars, alors qu'on a vu tout à l'heure, ça fait 50 ans qu'on essaye d'aller sur Mars. Vous avez la sonde Emirati, hop, première sonde, premier satellite, ils vont directement sur Mars. Bon, ils ont été aidés par la communauté spatiale, il y a des scientifiques français qui ont des instruments à bord, ils ont été soutenus par les autres agences,
Je vous l'ai dit tout à l'heure en début. L'espace, c'est vraiment le domaine dans lequel il n'y a pas vraiment de frontières entre les scientifiques. On collabore vraiment. Vous avez la Chine, pareil, première mission. Ils ont mis un orbiteur donc autour de Mars pour faire de l'observation et un lander. Alors c'est extrêmement difficile de poser un objet sur la surface de Mars. À peu près 50% de réussite. Et donc, et puis les États-Unis avec Persévérance, voilà. Donc vous voyez une diversification aussi des États qui rentrent dans le domaine spatial. Et enfin, la même année, la Chine a déployé sa 3e station spatiale, Tiangong, qui est devenue une station qui est en permanence habitée, comme l'ISS. Donc vous voyez là, on a vraiment, dans tous les sens, dans toutes les directions, on observe un grand changement. Entre 2022 et 2023, enfin surtout parce que là on n'est qu'à la moitié de 2023, on commence aussi à avoir d'autres types de projets qui viennent aussi chambouler, modifier notre relation à l'espace. Donc il y a une mission que j'aime beaucoup qui est celle de l'entreprise iSpace, qui au début était une start-up japonaise et maintenant qui est une entreprise avec un grand nombre d'employés, qui a opéré une mission toute commerciale, donc lancée sur un lanceur SpaceX, donc indépendant des agences, un rover et une sonde qui s'appelle AQTOR. Alors ils ont réussi à aller jusqu'à 10 mètres de la Lune. Malheureusement, ils ont fait une erreur dans le logiciel de vol et la sonde pensait qu'elle était presque arrivée et en fait elle s'est crashée, mais sur les 10 derniers mètres, alors que c'est une mission qui a duré plusieurs mois et c'était la première fois qu'ils lançaient. Donc certes ça s'est mal fini, mais tout ce qu'ils ont fait jusque-là est vraiment exceptionnel pour une entreprise privée, encore une fois. Alors ils ont été un peu aidés par les scientifiques et des agences, mais pas autant que si ça avait été fait dans une agence. Vous avez aussi les missions Axiom, donc ça on va pouvoir en reparler tout à l'heure, parce qu'il y a une image que je vous montrerai. Donc là c'est pareil, Axiom c'est des gens qui ont quitté la NASA pour fonder une entreprise et qui emmènent dans l'espace alors des astronautes privés. Alors est-ce qu'ils sont des touristes, est-ce qu'ils sont des astronautes commerciaux? Moi je pense que c'est plus des touristes parce qu'ils restent à peu près une semaine. Ils font un peu de science pour dire qu'ils y travaillent, mais en vrai, ils font surtout du tourisme. Et donc, les missions Axiom, ben voilà, on en est à la 2e, il y aura la 3e en fin d'année, et je ne sais pas si vous avez vu la nouvelle sélection des astronautes européens, mais cette fois-ci, en 2022, quand l'Europe a annoncé sa nouvelle sélection, elle a annoncé 5 astronautes, plus un certain nombre d'astronautes de réserve. C'est-à-dire que s'il y a de nouvelles opportunités, on va pouvoir les envoyer dans l'espace. Et bien là, c'est ce qui va se passer sur Axiom 3. Le réserviste de la Suède va pouvoir partir en décembre dans l'ISS grâce à Axiom. Donc là, c'est une agence spatiale qui paye le service d'une compagnie privée pour emmener son astronaute dans l'espace. Vous voyez, on est vraiment en train de changer. Avant, c'était des milliardaires qui payaient les agences pour pouvoir aller dans l'espace. Donc on change complètement la façon dont c'est en train de s'organiser. Et la dernière révolution, alors qui n'est pas encore fonctionnelle, c'est le Starship. Le Starship, c'est l'énorme fusée de SpaceX qui doit savoir tout faire. Elle doit pouvoir emmener des centaines et des centaines de satellites dans l'espace. Elle doit pouvoir amener des astronautes sur la Lune et un jour emmener des millions de gens sur Mars, puisque c'est dans les plans de SpaceX d'aller coloniser Mars. Donc là, il y a eu un essai récemment. Il a réussi à monter jusqu'à 40 km d'altitude. Au moment de la séparation entre les étages, ça s'est mal passé. Donc il a explosé en vol, mais déjà monter à 40 km, c'est déjà impressionnant. 33 moteurs, c'est juste énorme. Par contre, il a détruit le pas de tir. Et il y a des objets qui sont allés tomber à des kilomètres à la ronde, ça a eu un impact sur l'environnement. Donc là, en fait, il y a beaucoup de discussions, parce que si c'est le même objet qui repart de la Lune, s'il fait autant de dégâts sur la Lune, il y a des vrais problèmes éthiques et environnementaux. Ils y sont aussi sur Terre. Hein, mais voilà. Donc il y a des freins, ça va peut-être prendre un peu plus de temps que prévu.
mais ça avance. Et donc je vous invite à regarder ce qui se passe du côté du Starship, parce que si le Starship devient opérationnel, les coûts d'accès à l'espace vont être divisés par 10, voire par 100. Donc le tourisme, le commerce va accélérer. Donc on va encore voir du changement. Alors, là, sur cette planche-là, je vous avais rappelé quelques chiffres, juste pour qu'on garde des ordres de grandeur. Actuellement, il y a un peu plus de 600 personnes qui sont parties dans l'espace. Donc, j'étais au muséum à Toulouse dimanche, et je lisais qu'on estime que sur la Terre, depuis que la Terre existe, il y a eu 108 milliards d'humains. Donc 600 par rapport à 108 milliards, c'est juste microscopique. Donc c'est impressionnant que voilà, ça rappelle combien c'est difficile d'aller dans l'espace. Et parmi eux, il n'y en a que 12 qui ont été au-delà de l'orbite basse, qui sont allés sur la Lune. Donc là, le prochain équipage du programme Artemis a déjà sélectionné ces astronautes. C'est très symbolique. Vous avez une femme, vous avez un Canadien, vous avez un astronaute de couleur, et puis un autre vétéran qui lui représente le schéma classique, je dirais, mais volontairement, il y a aussi beaucoup de messages derrière la sélection des astronautes. Il n'y a pas que leurs compétences qui sont mises en avant. Donc, parmi eux, il y a 30 astronautes commerciaux, 9 touristes. La durée la plus longue en une seule fois, c'est Valérie Polyakov, ce cosmonaute que vous voyez en image ici, qui est resté 438 jours dans l'espace. Alors pourquoi on les fait rester aussi longtemps dans l'espace? C'est parce qu'on prépare Mars. C'est pas une blague, pour de vrai. D'après vous, combien de temps il faut pour aller sur Mars depuis la Terre? Alors, 2 ans, oui. En fait, on peut y aller en 6 mois, voire 9 mois, et le créneau s'ouvre tous les 2 ans. Et si on veut revenir, là où il nous faut 2 ans. En gros, 6 à 9 mois, autant sur place et autant pour revenir. On peut aussi dire j'y reste, hein, donc là, ça sera 6 mois. Donc, c'est pour ça qu'on entraîne les astronautes à rester longtemps pour voir l'effet sur le corps humain, voir comment on peut opérer les systèmes dont il a besoin, le nourrir, le ravitailler, etc. Et après, alors j'aime bien citer Peggy Whitson, qui, pour moi, la femme la plus performante dans l'espace. Donc Peggy Whitson, elle détient le record au niveau des États-Unis du nombre de jours cumulés dans l'espace. Elle vient juste de le battre, ce record, parce qu'elle vient de prendre sa retraite de la NASA. Et maintenant, là, elle est partie avec Axiom 2 et elle a emmené l'équipage privé, et donc elle était commandante. C'est la première femme à avoir été commandante de l'ISS aussi. Enfin, elle a fait un nombre de sorties extravéhiculaires, enfin, plus de 10 je crois, elle est incroyable. Donc 675 jours dans l'espace. C'est impressionnant. Donc là sur la carte vous voyez le nombre de pays qui ont envoyé des gens, des ressortissants, donc plus de 36 pays. Donc ça, l'espace aussi a un enjeu diplomatique, on ne l'a pas encore évoqué, mais beaucoup d'États ont de la fierté de dire qu'on a un de nos ressortissants qui est un astronaute. Et il y a beaucoup d'enjeux aussi diplomatiques derrière tout ça. Alors, je pense que là j'avais pris quelques planches pour vous parler de la situation actuelle. Je vous ai introduit plein de notions là, d'orbite basse, d'orbite géostationnaire. Donc ces orbites-là, elles sont nommées par rapport à la distance à la surface de la Terre. En fonction de l'altitude, on va les utiliser pour un ou l'autre des applications. Donc en orbite basse, on va surtout actuellement s'en servir pour les stations spatiales. On a vu l'ISS d'un côté et la station chinoise de l'autre. Les satellites d'observation de la Terre, ils sont entre 700 et 900 km. Et ce sont des satellites qu'on dit sur des orbites polaires, parce qu'ils vont balayer en fait la Terre. Il va leur falloir entre 12 et 14 orbites pour repasser au même moment. Donc comme la Terre elle tourne pendant ce temps-là, ça permet de prendre des photos d'un peu toute la surface. Ensuite, il y a les méga constellations, effectivement en orbite basse. Sur les orbites intermédiaires, on va retrouver tous les systèmes de navigation. Donc le plus connu, c'est le GPS. En Europe, on a Galileo. En Russie, il y a GLONASS.
enfin je dis ils sont opérés de ces pays-là, mais en fait ils tournent autour de tout le monde. Et Beidou en Chine. Enfin, l'orbite géostationnaire qui se trouve à 36 000 km, puisque en fait c'est un satellite qui se trouve en orbite stationnaire, il survole toujours le même point sur Terre et simplement il tourne à la même vitesse que la Terre tourne sur elle-même. C'est pour ça qu'il observe toujours le même point. Mais malheureusement, vous voyez, là c'est ce que je vous ai mis en dessous, vous avez une courbe, la courbe marron, qui représente l'évolution du nombre d'objets dans l'espace. Et ce nombre-là fait que augmenter. Pourquoi? Parce qu'on a des objets qui sont là, bon, vous avez les satellites qui sont fonctionnels, mais vous avez les anciens satellites, ceux qui sont dans l'espace et qui ne servent plus à rien. Vous avez les 3e étages des fusées, parce que la fusée, on la consomme, hop, il y a un morceau qui retombe sur Terre. Et puis au dernier étage, en fait, on est déjà, le dernier moteur, on est déjà dans l'espace. Et lui, il ne rentre pas, il reste dans l'espace et devient un énorme débris. Et donc, vous avez tous les résultats des fragmentations, des vieillissements des matériaux, des collisions. Et ça représente un nombre très très important. C'est que 74% des objets qui sont dans l'espace. En fait, vous n'avez que 9% de satellites parmi tous ces objets. Et ce nombre-là ne fait que augmenter. Chaque année, je fais ces planches-là pour mes étudiants. Et chaque année, je suis effarée quand je vois le nombre à la vitesse où il augmente. Donc tout à l'heure, vous disiez, un jour, il va falloir sprayer le passage, mais c'est exactement ça. Quand je discute avec mes collègues qui travaillent sur les lanceurs européens, c'est ce qu'ils me disent. Un jour, peut-être qu'on ne pourra plus accéder à l'espace. Où la Terre aura des sortes d'anneaux comme Saturne, mais au lieu d'avoir, que ce soit des objets, des débris naturels, ça sera des débris spatiaux. Or, moi, quand j'étais étudiante, c'était hier, on me disait c'est le challenge de ta génération, il faut absolument que vous résolviez ce problème. Moi j'ai toujours travaillé dessus parce que c'est un sujet qui m'importe, mais on n'a toujours pas de solution. Alors pourquoi on n'a pas de solution? Parce que les techniques, les technologies, on les a, on sait faire, mais simplement c'est qu'il n'y a pas de marché. Actuellement, la probabilité de perdre un satellite par collision avec un débris, elle est très faible. Donc, un industriel, il va préférer mettre son argent sur l'exploitation de son satellite, consommer au maximum son carburant pour l'utiliser, plutôt que dépenser de l'argent à nettoyer l'espace. Donc, pour l'instant, malheureusement, je redoute le fait qu'un jour, on perde un satellite important, comme je vous disais, hein, on en utilise à peu près 10 par minute. Donc ça veut dire perdre un service critique à cause d'une collision d'un satellite important. Et peut-être que ça sera là qu'on s'en emparera et qu'on fera quelque chose. Oui. Alors les lanceurs, en général, ils sont en 3 étages. Ça dépend s'ils ont des boosters ou pas. Les petits propulseurs solides qui sont sur le côté. Mais c'est que le 3e étage qui reste dans l'espace. De quelques mètres. Alors ça dépend vraiment des configurations. J'ai pas mis de planche qui compare les lanceurs. Vous en avez des tout petits qui sont destinés aux tout petits satellites, puis vous en avez les plus gros pour l'orbite géostationnaire ou pour quand on transporte des humains. Mais c'est pas tant de la taille, c'est vraiment la vitesse à laquelle ils vont qui est vraiment la source du problème. Donc je passe le sujet parce que je pourrais en parler pendant des heures. Donc actuellement, voilà ce qui se passe dans l'espace au niveau des stations. Donc on a d'un côté l'ISS qu'on a construit comme un Lego depuis 1998. Alors il faut savoir qu'au début, elle a été inaugurée en 1998 et on pensait qu'elle durerait jusqu'à 2008. Là on est en 2023, on dit qu'on va l'étendre jusqu'à 2030. Mais évidemment les équipements qui sont à bord n'ont pas été faits pour une aussi longue durée de vie et l'espace est extrêmement hostile, hein, je vous ai dit, donc ça accélère le vieillissement de toute cette électronique, de tous ces matériaux.
Résultat, on a de plus en plus de sorties extravéhiculaires, donc on demande à nos astronautes d'aller encore plus loin dans le danger, aller réparer, modifier, remplacer des panneaux solaires, remplacer des batteries pour pouvoir maintenir la station. De l'autre côté, vous avez la station chinoise qui est sur une autre orbite mais assez similaire avec à peu près le même concept, c'est-à-dire modulaire en assemblant plusieurs éléments avec des cargos de ravitaillement ou des véhicules qui transportent les équipages. Donc on a cette année, en 2023, on a battu un record. Je vous ai dit, ça va vite, ça accélère les choses. C'est qu'on s'est retrouvé un jour avec 17 personnes dans l'espace. Pourquoi? Parce qu'on avait dans l'ISS, donc c'est les 3 équipages qui sont au-dessus de la photo, vous aviez les gens qui sont venus dans l'espace avec SpaceX, donc, et aussi pour une première, vous aviez une cosmonaute, Kikina, qui a volé, malgré la période que l'on vit, elle est partie aux États-Unis pour monter dans l'ISS. Je vous ai dit, l'espace, c'est vraiment un endroit où on peut travailler tous ensemble. Au milieu, vous avez l'équipage qui est venu dans l'ISS avec Soyouz, donc le véhicule russe, et il y a notamment un astronaute américain qui est dans cet équipage-là. Et après, vous aviez les astronautes privés qui sont venus avec Axiom. De l'autre côté, en dessous, vous avez les équipages chinois. Donc la station chinoise, elle est prévue pour 3 taïkonautes. Et quand ils se font des rotations, c'est-à-dire qu'ils se remplacent, il y a un petit moment où il y a un biseau, un relais, et donc ils se retrouvent à 6. Donc il y a eu un jour, cette année, où il y avait 17 personnes dans l'espace. Ce qui est juste nouveau. Donc la Lune, on en a parlé déjà tout à l'heure de la mission AQTOR, donc je ne vais pas revenir dessus, mais franchement, pour moi, c'est emblématique de la révolution que l'on est en train de vivre. Mais je vous ai mis aussi des courbes qui sont extraites de la thèse d'un de mes doctorants, qui vous montrent aussi l'accélération des missions. Donc on a sur les 2 courbes, vous avez celle de gauche, c'est ce qui s'est passé en fait entre 1959, je crois, et 1990 et quelques, où c'était vraiment la guerre froide, entre les Russes et les Américains qui seraient le premier à faire quelque chose. Et puis c'est resté, ça a plus bougé pendant un certain temps, quelques décennies. Et là on voit l'apparition une augmentation de missions vers la Lune, grâce ou à cause de la préparation du programme Artemis et puis des nouveaux entrants dont je parlais tout à l'heure. Mais en même temps, je vous ai mis une carte qu'il a faite qui montre tous les points, en fait, ce sont des objets qu'on a crachés sur la surface de la Lune. Et oui, parce que quand on est en orbite autour de la Lune, qu'on ait fonctionné ou pas, à la fin on retombe sur la Lune, ou pas. On peut aussi partir dans le système solaire, ou retourner vers la Terre. Mais la probabilité des autres voies, elles sont assez faibles. Dans la majorité des cas, on tombe sur la surface de la Lune. Et là, ça devient gênant parce que c'est difficile de contrôler sa trajectoire, surtout s'il est en panne. Et puis la Lune, elle n'est pas parfaitement sphérique, elle n'est pas parfaitement homogène. Elle a une distribution des masses qui s'est formée au fur et à mesure parce qu'elle a des impacts d'astéroïdes, de météorites. Elle a eu une vie magmatique qui fait que elle a des cratères, elle a des montagnes, elle a des tubes de lave, et donc elle n'est pas parfaitement homogène, et donc vous allez avoir des objets qui vont tomber pas du tout là où vous voudriez qu'ils tombent. Donc ils peuvent tomber sur des lieux historiques, comme les lieux des missions Apollo par exemple, qu'on aimerait préserver, mais aussi des lieux scientifiques, des lieux où ça nous permettrait de mieux comprendre comment le système solaire s'est formé, comment la Lune s'est formée, etc. Mais aussi vous avez des lieux d'intérêt économique, puisqu'il y a des ressources sur la Lune. Donc comment les protéger? Donc ça c'est vraiment, mon doctorant ça a été le premier au monde à travailler sur ce sujet-là. Et il soutient sa thèse dans 2 semaines. Donc je suis très fière de lui. Et voilà. Donc lui il a travaillé à identifier des zones pour faire des recommandations, de dire si vous pouvez, crachez-vous tous au même endroit, comme ça on n'abîmera pas le reste. Après on essaiera d'envisager des missions pour aller enlever ces déchets-là, mais voilà. Mars. Alors Mars pour l'instant on n'a pas encore envoyé d'humains, on a surtout envoyé des sondes, des rovers.
C'est très difficile, comme je vous le disais, de se poser sur la surface de Mars. Donc il va falloir encore du temps pour pouvoir emmener des humains. Et il y a aussi un peu plus loin que Mars. On s'intéresse à aller plus loin. Il y a les ceintures d'astéroïdes. Les astéroïdes, c'est vraiment un champ de recherche fantastique, puisqu'ils transportent des matériaux qui sont à l'origine du système solaire. Donc pouvoir les explorer, c'est nous aider à comprendre d'où vient notre système solaire. Et puis ils contiennent aussi des minerais, des matériaux qui sont très intéressants. Et donc vous avez des grandes ambitions économiques vers les astéroïdes. Mais bon, ils sont plus loin, c'est plus dur d'y aller, mais il y en a certains qui sont géocroiseurs. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un satellite, un astéroïde géocroiseur? Ouais, donc dans géocroiseur, il y a géo et croisé, ça veut dire qu'ils passent pas loin de la Terre. Donc on peut aller leur rendre visite quand ils passent près de nous et exploiter. Vous voyez, là je vous ai mis justement les différents types de matériaux qu'il y a sur un astéroïde, donc qu'il peut y avoir. Donc des métaux, notamment des métaux du groupe du platine, donc il y a de l'intérêt vraiment parce que c'est pour les composants électroniques par exemple. Mais il y a aussi de l'eau, il y a aussi de la matière organique. L'eau, c'est vraiment la denrée que l'on recherche dans l'espace. Donc les ambitions justement à moyen terme. Donc il y a les objectifs institutionnels qui vont être vraiment de continuer, de poursuivre l'exploration, qu'elle soit habitée et robotique ou robotique. Alors non pas en conflit, hein. Quand je dis ou robotique, c'est pas en compétition, c'est vraiment une véritable collaboration entre ce type d'exploration, mais aussi les ambitions commerciales, c'est-à-dire venir exploiter, faire du commerce à partir de tout ce que l'on peut y trouver. Donc les orbites terrestres, globalement, c'est le déploiement de stations spatiales commerciales. On va toujours un cran plus loin. Donc d'après vous, combien il y a de projets en cours autour de la Terre, actuellement, enfin dans les différents pays du monde, de futures stations spatiales commerciales? À 32. C'est pas 42, c'est 32 la réponse. C'est énorme, parce que c'est très difficile à faire une station spatiale. Et parmi les 32, il y en a 17 qui sont déjà bien avancés. Et il y en a entre 4 et 5 qui sont prévus pour 2024-2025. C'est dans pas longtemps. Donc bon, ça peut se décaler un petit peu, mais j'ai eu la chance d'aller à Turin il y a 15 jours, 3 semaines, là où on fabrique justement les modules, et j'ai vu les modules de certaines d'entre elles. Donc je peux vous dire qu'ils sont en train de les fabriquer. Bon, avant qu'ils les lancent, encore une étape, mais on est quand même bien avancé. Ensuite, vous avez le retour sur la Lune. Donc vous vous souvenez de la compétition entre les États-Unis et l'Union soviétique. Actuellement, on vit une compétition plutôt entre les États-Unis et la Chine. Donc les deux veulent aller sur la Lune, et cette fois, c'est pas sur les mêmes lieux historiques où on est allé. Cette fois, ce qu'on veut aller, c'est au pôle Sud. Alors pourquoi le pôle Sud? Est-ce que vous avez une idée? Ouais, il y a de la glace. Comme je vous ai dit tout à l'heure, l'eau, c'est vraiment un enjeu dans l'espace. Donc on a des cratères où il y a de la glace permanente qu'on veut pouvoir exploiter. Donc tout le monde vise le pôle Sud, et en particulier le cratère de Shackleton, qui d'un point de vue scientifique a vraiment beaucoup d'intérêt, parce que si on pouvait explorer le cratère de Shackleton, peut-être on pourrait comprendre comment la Lune s'est formée, si effectivement c'est un morceau de la Terre qui a été arraché avec la collision avec un autre objet, ou si au contraire c'est un objet qui a été capturé par le champ de gravité terrestre. Donc en allant à Shackleton, c'est là qu'on pourrait bien le comprendre. Donc on voit bien les enjeux scientifiques, mais il y a aussi les enjeux commerciaux, puisque exploitation, notamment minage de l'eau et des autres sources de la Lune, parce qu'avec l'eau, on peut faire de l'hydrogène liquide et de l'oxygène liquide, et donc faire du carburant, soit pour ravitailler les satellites en orbite géostationnaire, et donc étendre leur durée de vie, parce que ça coûte moins cher de ramener de l'eau de la Lune vers l'orbite géo que d'aller de la Terre vers l'orbite géo, puisque la Lune étant plus petite, elle a un champ de gravité plus faible, donc il faut moins d'énergie.
Donc ça, c'est un intérêt, mais aussi on peut ravitailler pour aller beaucoup plus loin et pour aller vers Mars ou les astéroïdes, par exemple. Donc voilà, les futures missions. Donc vous avez le Gateway qui est la future station spatiale, c'est celle qui doit prendre le relais après l'ISS, puisque l'ISS, je vous ai dit 2030, normalement tout s'arrête. Et vous avez aussi des concepts de base lunaire comme celle de la Chine. Voilà. Donc l'objet. Et enfin vous avez Mars. Donc Mars, on va y aller par étapes. Maintenant, c'est une fois sur deux se poser. Maintenant, ce qu'on aimerait bien faire, c'est ramener des échantillons de Mars. C'est extrêmement difficile, mais on y travaille. Ensuite, on aimerait emmener des humains en orbite autour de Mars. En gros, survoler Mars et revenir. Et après, emmener des humains sur la surface de Mars. Donc, au niveau des enjeux que moi je vois, mais il y en a certainement d'autres, pour la Lune, donc c'est l'extraction et l'exploitation des ressources. Donc, imaginez installer des mines comme on a sur Terre pour pouvoir extraire les ressources et fabriquer peut-être sur place des objets, des composants électroniques ou des matériaux de construction d'habitat. Vous avez aussi, la Lune, c'est un lieu particulier pour s'entraîner à vivre et à travailler dans l'espace. L'avantage, c'est qu'on est entre 3 et 5 jours de la Terre, donc s'il y a un problème, on peut revenir rapidement. On voit toujours la Terre, on peut communiquer avec le délai est entre 2 et 3 secondes, donc on est presque en temps réel avec les gens. Donc on est en sécurité, mais on est déjà plus dans le voisinage de la Terre, donc on peut déjà se préparer à aller plus loin. On peut aussi, du coup, à partir plus vers d'autres destinations. C'est, comme je le disais tout à l'heure, c'est une réserve scientifique. On peut apprendre plein de choses sur notre planète, sur la Lune, sur le système solaire, en explorant la Lune. Mais aussi, c'est un observatoire, c'est-à-dire que la Lune, pour l'instant, n'a pas de débris spatiaux en orbite, enfin, ou très peu. Et elle n'a pas de lumière parasite, elle n'a pas de ville éclairée. Donc, pour les astrophysiciens, mettre un télescope sur la face cachée de la Lune, c'est avoir accès à l'espace de manière sans parasite, sans perturbation. Donc il y a vraiment des enjeux d'intérêt scientifique. Après, vous avez un peu plus loin, vous avez les astéroïdes. Donc on va retrouver, comme on l'a dit, l'extraction et l'exploitation des ressources, la production de carburant avec de l'eau qui est dans les astéroïdes. Aussi, ça permet de mieux comprendre la formation des planètes telluriques, donc celles qui ont de l'eau aussi, qui peuvent permettre d'expliquer l'origine de l'eau sur la Terre, mais aussi comprendre les astéroïdes, c'est aussi éviter. Alors nous, on a notre chance, c'est que dans notre durée de vie, dans notre espérance de vie, on n'a pas de risque d'avoir d'astéroïdes qui viennent impacter la Terre, mais si on regarde les probabilités sur les plusieurs centaines d'années, après, le risque, il est loin d'être égal à 0. Donc on veut développer des savoir-faire pour pouvoir détourner des astéroïdes. Alors je ne sais pas si vous avez suivi la mission DART récemment, donc là encore c'était une première et un bel exploit d'envoyer un satellite rentrer en collision avec l'astéroïde pour le détourner de sa trajectoire. Alors d'un côté c'est fantastique d'un point de vue technologique, d'un point de vue éthique on peut se poser la question, mais de quel droit je vais modifier la trajectoire de cet objet spatial? Il m'a rien fait, le pauvre. Voilà, donc ça c'est toujours le côté négatif de ces questions-là. Alors justement, les ambitions à plus long terme, ce sera la colonisation ou l'exploitation de Mars et de ses ressources. Donc l'exploitation commerciale, ce qu'on peut y faire sur la Lune, c'est à partir du régolithe. Donc le régolithe, c'est le matériau principal de la Lune, c'est fabriquer des habitats. Parce que vous vous souvenez ce que je vous ai dit, l'espace c'est extrêmement hostile, et en particulier ce sont les radiations. Les radiations, c'est les particules issues de l'activité du Soleil qui vont très vite et qui ont très haute énergie, et donc qui peuvent provoquer des cancers et des tas de désordres dans nos cellules. Donc il faut pouvoir s'en protéger. Sur Terre, on est protégé par la structure de notre champ magnétique qui est en fait comme un piège pour ces particules et qui nous protège. Quand on est sur la Lune, il n'y a pas de champ magnétique pour nous protéger.
Donc il faut trouver une autre solution. Donc la solution, c'est de construire des habitats en régolithes ou aller se cacher dans les tubes de lave de la Lune. Donc ça, c'est assez rigolo, c'est de se dire que l'humain vient des cavernes et a dans son futur l'objectif d'aller se cacher dans des autres cavernes mais qui sont sur la Lune. On reboucle. Donc ça, c'est amusant. Donc aussi développer l'impression 3D dans l'espace. Un des gros enjeux, c'est l'énergie. Donc effectivement, il y a l'énergie solaire, mais c'est pas suffisant pour être autonome. Vous avez l'eau sur la Lune qui, par exemple, peut nous servir pour les carburants, pour l'hygiène, pour l'eau potable, pour l'agriculture. Ce qui a été démontré, c'est que la meilleure alimentation pour la Lune, c'est le manger des poissons. Pourquoi? Parce que les poissons, vous les mettez dans la fusée sous forme d'alevin, sous forme d'œuf, et donc ils résistent au lancement. Et puis, comme l'eau, c'est vraiment un matériau qui protège contre les radiations, vous pouvez imaginer que vous protégez votre habitat avec un aquarium, que vous vivez dans l'aquarium, mais vous pouvez aller pêcher après vos poissons pour vous nourrir. Et d'un point de vue international, le poisson, c'est la nourriture qui est la plus acceptée par quelle que soit la culture. Donc ça a cet intérêt-là, et puis ça contient les protéines, et puis tous les aliments dont on entend dans la poisson. L'hydrogène, les métaux, et alors là je ne m'aventurerai pas sur cette question, il semblerait, je mets plein de guillemets de conditionnel, qui est de l'hélium 3 sur la Lune, donc l'hélium 3, puissance nucléaire, et puis énergie. Voilà. Je ne rentrerai pas dans ce débat parce que je ne suis pas une physicienne de l'atome et je ne voudrais pas dire de bêtises. Donc les enjeux et les bénéfices attendus de ces missions-là. Bon, il y a des enjeux techniques, ça c'est sûr. Donc, avant tout, il faut maîtriser l'autonomie pour aller plus loin. Et puis, donc, l'autonomie en énergie, avoir des moteurs qui nous permettent d'aller plus vite pour aller plus loin, pour exposer le moins longtemps possible nos équipages aux radiations. Être capable d'atterrir et de décoller dans notre corps céleste, ça c'est très difficile. Les aspects facteurs humains, alors on n'en a pas du tout parlé pendant tout le reste de la conférence, je vous rassure, c'est la dernière planche. C'est les aspects psychologiques. On n'a jamais envoyé d'humains au-delà de la Lune. Depuis la Lune, on voit toujours la Terre. Donc qu'est-ce qu'il arrivera aux humains qui ne voient plus la Terre dans leur champ de vision? On ne sait pas, parce qu'on ne sait pas le simuler. Sur Terre, on a fait des tas de missions, ce qu'on appelle les missions analogues, où on enferme des gens volontairement pendant plus de 500 jours pour essayer de modéliser le temps de la durée d'un voyage vers Mars. Ça se passe plus ou moins bien, suivant les gens qu'on y a mis dedans, mais ils savent pertinemment qu'ils sont restés sur Terre. Donc, on ne connaît pas cet effet-là. Donc, évidemment, les scientifiques qui sont curieux, ils ont envie de savoir. Vous avez aussi des aspects éthiques et environnementaux pour lesquels moi je n'ai pas de réponse, et c'est des choses que je questionne en permanence. J'ai la chance de travailler avec des gens qui sont issus de toutes les disciplines, pas que des sciences dures, mais également des gens qui viennent du droit, qui viennent de l'économie, qui viennent des sciences sociales, qui viennent de l'histoire, de la géographie. Et donc c'est des questions qu'on se pose ensemble pour essayer d'avoir plusieurs points de vue et d'essayer de faire avancer les choses. C'est-à-dire que comment on protège ces corps célestes, parce que même si on dit non, nous en Europe on ne veut pas faire ça, vous avez des États qui ont légiféré, c'est-à-dire qu'ils ont dit à leurs ressortissants, si tu as la capacité d'aller sur l'astéroïde, ben, tu peux y aller et tu te sers. Tu n'as pas le droit de t'approprier le corps céleste, il ne t'appartient pas, par contre tu as le droit d'exploiter ses ressources. Et donc il y a des États qui ont donné cette autorisation-là. Même si en Europe on dit ah c'est pas bien, on ne peut rien y faire. Donc il faut faire en sorte que faire réfléchir au niveau international pour pouvoir faire avancer ces questions-là. Comment on protège les autres corps célestes, les sites historiques, les sites scientifiques. Également la question du bilan carbone de ces missions. Alors, ça pourrait être affolant, parce que c'est vrai que quand on voit une fusée décoller, on se dit oh, ça pollue beaucoup. C'est sûr que
une fusée par rapport à une centrale à charbon, c'est rien du tout. Et on n'en envoie quand même pas tous les jours. Avec la dynamique que je vous ai montrée, probablement que cette cadence-là va augmenter. Actuellement, Ariane 5, c'est demain le dernier tir, mais on en a lancé entre 5 et 7 par an. Ariane 6, il est prévu d'en envoyer 12 par an. Donc on voit bien que la cadence augmente. Donc cet impact carbone qui est léger pourrait un jour prendre beaucoup plus d'envergure. Donc là, nous, on fait de la recherche là-dessus pour améliorer. Donc il ne faut pas dire que c'est pas bien en spatial, c'est que les gens qui travaillent dans le domaine spatial, en général, sont convaincus que la Terre est à protéger. Parce qu'on a complètement conscience que la Terre, c'est notre vaisseau spatial. Et que quand on est dans un vaisseau spatial, on est à ressources limitées. Et qu'on ne peut pas générer de plus que ce qu'on a déjà à bord. Donc, quand on conçoit des satellites, quand on conçoit des fusées, on travaille toujours à réduire la masse à emporter, l'énergie consommée et les conséquences sur l'environnement. Donc, pour l'instant, on travaille dessus, on n'a pas encore toutes les solutions, mais il y a au moins la volonté de bien faire. Ensuite, il y a aussi la question de la préservation des ressources pour les autres nations. Actuellement, je vous ai dit, il y a 36 pays qui ont réussi à envoyer des astronautes dans l'espace. Pourtant, il n'y en a que 3 ou 4 qui savent envoyer les gens dans l'espace. Donc, vous pouvez le dire, c'est une toute petite partie de la planète. Et les autres pays qui n'ont pas encore cet accès à l'espace auront tout à fait le droit de dire « mais moi aussi, je veux pouvoir y accéder et je veux pas pouvoir, quand j'arriverai, que tout soit consommé ». Donc, il y a aussi cette question du partage des ressources à questionner. Vous avez aussi la question des lois internationales. Donc on a le traité de l'espace, on a les lois sur les opérations spatiales, mais la question se pose de, imaginons qu'on arrive à établir des bases sur la Lune. Vous allez avoir des gens peut-être qui vont naître sur la Lune, des gens qui vont décéder sur la Lune. Et ça, qu'est-ce qu'ils deviennent? Quelle nationalité ils ont? Quelles règles on met en place? Donc pour l'instant, on travaille plus à faire comme les bases en Antarctique, où tout le monde est à peu près d'accord, on s'est mis d'accord. Donc on a des exemples, pareil pour la haute mer, on a réussi à trouver des accords. Donc on a des modèles sur lesquels travailler, et donc il y a des juristes qui travaillent actuellement sur ces sujets-là, de faire en sorte que ça se passe bien. Voilà, donc après les bénéfices attendus, c'est augmenter nos connaissances, forcément, avoir des retours terrestres. C'est vraiment la question qu'on nous pose toujours en disant tu veux embarquer cet instrument-là sur une mission spatiale, mais quel va être le bénéfice pour les humains sur Terre? Donc ça, on nous la pose toujours. Donc ça, c'est vraiment un effort que l'on fait à chaque fois. Également, moi, ce que j'y vois, c'est le développement de nouvelles opportunités, donc de nouveaux marchés, de nouveaux entrants. Par exemple, sur la Lune, on a besoin des gens qui viennent du domaine de la mine, comme je disais tout à l'heure, on a besoin des gens qui viennent de l'optique, on a besoin des gens qui viennent de l'automobile. Voilà, des nouveaux secteurs qui n'étaient pas impliqués dans le domaine spatial. Et donc, ça va aussi créer de nouveaux métiers. On a vu tout à l'heure qu'on avait de nouvelles sortes d'astronautes, mais on peut, si on se projette un peu plus loin, on peut imaginer qu'un jour on aura des médecins sur la Lune, des cuisiniers sur la Lune, des plombiers sur la Lune, des électriciens sur la Lune, etc. Donc on est sur un changement on peut imaginer qu'on est sur un changement d'organisation. Donc une opportunité aussi de continuer à travailler ensemble comme on le fait dans le domaine spatial pour faire en sorte d'une meilleure coopération avec de nouveaux accords. Et puis aussi, comme je le disais tout à l'heure, une prise de conscience que sur Terre, on est à ressources limitées et donc de l'intérêt de toutes ces techniques de recyclage qu'on connaît dans l'espace, de pouvoir un peu plus les utiliser sur Terre et non de consommer sans modération. Voilà, c'était toutes les questions que j'aurais aimé aborder avec vous, toutes les questions qu'on se pose. Pour finir, j'aime bien cette image qui a été prise par un rover sur la surface de Mars. Alors les deux petits points blancs que vous voyez, la Lune on la voit presque pas, c'est très très clair, et la Terre. Donc c'est comment on voit la Terre depuis Mars. Donc vous voyez comment ça nous remet à l'échelle
de toutes ces grandes questions. Merci beaucoup pour votre attention. J'espère que le micro marchera. Donc, c'était celui qui ne marchait pas très bien là, il y a 2 jours. Merci, Madame Lizzie Destré, pour cet exposé qui était très vaste et très enfin, infini, encore une fois. Moi, j'ai une toute petite question. Cette impression 3D sur la ligne, en quoi ça consistera, pardon? Donc, l'impression sur la Lune... fabriquer les habitats. On prend des briques. Plein de matériaux, notamment pour faire des composants électroniques. Voilà. Mais aussi pour faire des outils. Il y a plein de... Avec plein de choses. À partir de cette technologie, donc, on pourra construire justement des équipements et des matériaux sur la Lune. L'idée, c'est d'en transporter le moins possible. D'accord, d'être autonome. Et d'être le moins impactant sur l'environnement, parce qu'on a vu le lancement, ça coûte cher au niveau carbone. Ouais. Quel carburant pour demain? Est-ce qu'on va rester sur les carburants traditionnels d'aujourd'hui, que je ne connais pas d'ailleurs? Et quel carburant? Parce que si les ressources sur la Terre sont limitées, comment on va faire pour aller aussi souvent et aussi rapidement là-haut? Alors, les carburants qu'on utilise actuellement, il y en a beaucoup qui sont en base de méthane ou ce qu'on appelle l'hydrazine. Et de plus en plus, on utilise de l'hydrogène liquide et de l'oxygène liquide. Eux, ils ont un impact carbone qui est bien moins, comme on a vu, c'est pour ça que l'eau est un enjeu dans l'espace, puisque c'est utiliser l'eau qu'il y a sur place pour revenir. Par exemple, si on envoie des humains sur la Lune, on veut les faire revenir, donc c'est le double du coût du trajet. Il faut avoir l'énergie pour y aller, pour revenir. Donc l'idée, c'est d'utiliser l'eau qu'il y a sur la Lune pour pouvoir les ramener. Donc ça, c'est ce qu'on regarde pour l'avenir, mais vous avez aussi tout ce qui est propulsion électrique, mais également tout ce qui va être propulsion nucléaire et plasmique. Et enfin, vous avez aussi des projets de voiles solaires. Vous avez accès à l'énergie solaire dans l'espace en déployant des grandes voiles. Et comme quand on fait de la voile sur l'océan, qu'on est poussé par le vent, ben là on est poussé par le vent solaire si on les oriente bien. Donc ça dépend des différentes missions. Mais il y a énormément de recherches là-dessus. Et c'est pour ça que la question de l'hélium 3 éveille énormément de gourmandise, de se dire que si effectivement il y a de l'hélium 3, donc notre type d'utilisation nucléaire et donc nouveau type de propulsion. Quand on envoie un satellite dans l'espace, tout ceci est réglementé. On n'envoie pas un satellite. Les gens se sont mis d'accord au niveau au-dessus de la Terre, ou c'est un peu, notamment pour les satellites militaires qui ne sont pas forcément déclarés, où il y a une réglementation ou... Alors, il y a plein de questions dans votre question, il y a plein de sujets, sous-sujets. On a des lois dans l'espace, le traité de l'espace par exemple, qui dit qu'on n'a pas le droit d'emmener du nucléaire à proximité de la Terre. Ça c'est pour éviter la prolifération des armes dans l'espace et éviter d'aller attaquer les voisins avec du nucléaire depuis l'espace. Donc ça, il y a des choses qui sont interdites évidemment. Aller très loin dans le système solaire, on a besoin de nucléaire et donc on a le droit d'en emmener pour des sondes à condition de les mettre en route une fois qu'on a quitté une certaine distance et aussi en prouvant que le lanceur qui les emmène est extrêmement fiable et qu'il n'y ait pas de risque d'explosion. Donc ça, c'est une partie. Après, vous avez, dans le traité de l'espace, vous avez aussi la question de la non-appropriation des corps célestes.
en disant on n'a pas le droit de planter son drapeau dessus et dire c'est le mien. Par contre, comme je vous disais tout à l'heure, il y en a qui ont légiféré en disant tu peux prendre les ressources quand même. Donc ça, c'est une partie de la question. Ensuite, vous avez 3 niveaux de comportement. Vous avez des États, et là on peut être fier de nous, c'est que la France a été le premier État à poser une loi qui s'appelle la loi sur les opérations spatiales pour la question des débris spatiaux. Donc si vous achetez un satellite en France, donc on a quand même 2 grands constructeurs entre Thales Alenia Space et Airbus Defence and Space en France. Donc si vous achetez un satellite français ou si vous le lancez d'un port spatial qui est sur un territoire français, donc Kourou en fait partie, vous devez prouver que votre satellite ne va pas générer de débris spatiaux et qu'il va rentrer en moins de 25 ans. Enfin voilà, donc il y a des pays, donc la France a servi d'exemple, il y a un certain nombre de pays, merci beaucoup, qui ont suivi le pas et qui ont mis en place des lois. Vous en avez d'autres qui sont en train de travailler dessus, mais qui font des efforts, puis vous en avez d'autres qui s'en fichent royalement et qui lancent. Et là où c'est d'autant plus délicat, c'est que normalement pour partir dans l'espace, il faut immatriculer votre satellite. Comme on immatricule les voitures, on immatricule les satellites. Parce qu'après, vous avez des centres qui suivent le comportement des satellites et donc qui ont des bases de données pour savoir où ils sont, qui sont les morceaux qu'on détecte. Mais vous avez des États qui ont fait leur business avec ça. C'est-à-dire vous avez des États qui n'ont pas d'accès à l'espace, qui n'ont pas de lanceurs, mais qui peuvent immatriculer. Toutes les nations ont le droit d'immatriculer. Donc il y a des gens qui achètent l'immatriculation dans ces pays-là. Et donc après ils vont voir ceux qui sont en capacité de lancer, ben, je suis immatriculé, donc j'ai le droit de partir dans l'espace. Donc il y a des détournements. Mais après, il y a un traité sur la Lune aussi, mais vous avez par exemple les accords Artemis. Donc Artemis, c'est le programme de la NASA pour retourner sur la Lune. Et ils ont défini des zones où on n'a pas le droit de prendre des ressources, des choses comme ça. Donc il y a 25 pays à travers le monde qui ont signé ces accords-là, mais ça c'est des accords pas internationaux. Donc est-ce qu'ils se prévalent par rapport aux accords internationaux? C'est très compliqué. Moi je ne suis pas juriste de formation, mais voilà, je sais qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits dans ce sens-là, mais pas de manière homogène. Oui. Vous avez parlé du tourisme en ballon. Oui, pardon, j'en ai pas reparlé après. Et je crois qu'il y a une société à Montpellier, Zefalto, quelque chose comme ça. Tout à fait. Un projet de faire ça, Exactement. Ça, Oui, j'ai la chance de faire partie de leur conseil scientifique. J'adore le projet de Zefalto. Il faut savoir qu'à la base, c'était une association qui effectivement était à Montpellier et c'était un passionné de ballon qui voulait faire voler les gens. Et puis, il a voulu aller un peu plus loin dans son rêve et aller dans la stratosphère. Donc, on a vu tout à l'heure que la stratosphère, c'est la limite. Hein. C'est là où on voit la courbure de la Terre, c'est là où on voit le fond noir. Donc, on n'est pas encore dans l'espace, on n'est pas à la fameuse 100 km magique, mais on n'est pas en apesanteur, par exemple. Mais c'est déjà un objectif. En plus, Vincent, il a vraiment les valeurs d'avoir un impact environnemental très faible. C'est-à-dire qu'il veut réutiliser le plus possible des éléments de son ballon et pas l'éjecter. C'est-à-dire, bon, la nacelle c'est sûr, mais l'enveloppe, ils y travaillent pour avoir une enveloppe qu'ils peuvent récupérer et réutiliser. Après, vous avez d'autres projets qui existent. Vous avez Expleo aussi qui est en France et puis vous avez des projets aux États-Unis aussi. Et je crois qu'il y en a un en Espagne, si je me souviens bien. Ça s'appelait Zero to Infinity, mais je ne sais pas si c'est encore actif. C'est accessible, ça coûte des milliers d'euros ou... Peut-être couper celui-là pour ne pas faire du larcène. Ça coûte moins cher. Actuellement, aller dans l'ISS, je crois que c'est 30 millions d'euros à peu près. Aller sur la Lune, c'est à peu près 1 milliard par personne. Ça donne des ordres de grandeur. Les ballons, je crois qu'ils sont entre 100, ça dépend des différents projets, mais c'est entre 100 000 et 200 000 euros.
Après, c'est un vol de... Dans le cas particulier, je ne pourrais pas dire de montant parce que je ne le connais pas. Hein. Mais pour le vol de Zefalto, c'est un vol de 6 heures, à peu près. Ou 2 heures d'ascension, 2 heures de croisière et 2 heures de descente. Et l'expérience, elle est vraiment pendant les 6 heures. Mais ça ne commence pas le jour du vol. Ce qu'ils ont prévu, c'est de vous accueillir avant, de vous former et pour prendre vraiment conscience de l'opportunité d'un tel vol pour comprendre ce qui va se passer et l'apprécier. Voilà. Ça reste très cher, mais ce qu'ils espèrent, c'est que en le démocratisant, en fait, effectivement, les premiers paieront plus cher, mais que après, ça devienne plus accessible, effectivement. J'ai été étonnée quand vous avez dit qu'il y avait un transfert de la connaissance des agences vers des sociétés privées. Il n'y a pas eu de consultation démocratique, je suppose, à ce sujet-là? Sur le transfert, oui. Alors, l'essentiel du transfert, il se fait actuellement, il se fait aux États-Unis. Des entreprises comme SpaceX, par exemple, leurs lanceurs réutilisables viennent de brevets de la NASA. Et c'est simplement les ingénieurs NASA ont accompagné SpaceX à développer. Au niveau de l'Europe, en fait, les gens de l'Agence spatiale européenne sont mandatés par les États. Et donc, alors je ne sais plus si la ministérielle, elle a lieu tous les 2 ans, mais en tout cas, il y a un conseil avec des représentants de toutes les nations constitutives de l'ESA, et il y a un vote sur le budget qui dit on affecte l'argent sur tel et tel. Et donc, c'est complètement transparent. En fait, c'est pas fait caché dans l'argent, le budget de l'ESA et toujours, quand il y a un appel à projet, c'est ouvert, tout le monde le sait et c'est annoncé. Et quand, par exemple, comme moi, je fais de la recherche, des fois qui est soutenue par l'ESA, les publications que je fais, les codes que je crée, ils appartiennent à l'ESA et ils appartiennent à tout citoyen européen. Donc, voilà. Et deuxième question, vous avez insisté à plusieurs reprises sur la bonne coordination. Oui. Ou l'esprit, comment dire, je sais pas, amical ou de coopération entre les différents pays au niveau des recherches spatiales. Comment vous l'expliquez, et surtout en comparaison avec les relations internationales au niveau de la Terre? Est-ce que on s'entraide tant qu'on n'est pas chacun en mesure de faire chacun pour soi ou... Non, c'est... Il y a toujours eu un sens de la compétition, parce que je le disais, hein, derrière l'espace, il y a la notion de suprématie. Voilà, on veut faire partie, mais en même temps, la communauté scientifique continue à travailler ensemble. Vous voyez, par exemple, moi, là, quand le conflit entre l'Ukraine et la Russie a démarré, j'étais dans une situation compliquée, puisque j'avais une expérience qui était en cours en Russie. J'avais du matériel en Russie et j'avais aussi de l'argent à donner aux scientifiques russes. Et ben, j'étais un peu bloquée parce que je ne pouvais pas récupérer mon matériel, je ne pouvais pas récupérer mes données et je ne pouvais pas les payer. Eux, ils avaient fait le job et je ne pouvais pas leur donner. Ça a duré longtemps. Mon matériel a mis plus de 9 mois à revenir, par la valise diplomatique, tout ça. Mais les États ont quand même trouvé, en disant oui, c'est pour la science. Donc ils ont trouvé des accords pour faire en sorte... Moi, j'ai plus le droit de travailler avec eux. J'ai pas le droit de relancer une nouvelle expérience. Mais tout ce qui avait été commencé avant le conflit, on a pu le mener à bien. Et en tant que scientifique, quand on travaille ensemble, on voit bien, les équations, c'est les mêmes. Elles n'ont pas de nationalité, les équations. Les expériences non plus. Donc, je ne sais pas si c'est le fait que les challenges qu'on a affrontés par rapport à l'espace qui sont tellement difficiles qu'on ne peut pas faire autrement que de travailler ensemble. Les usages, le problème, c'est le passage de la connaissance aux usages qui en sont faits. Comment ça? Parce que la connaissance, elle est partagée. La communauté scientifique, elle fait des publications. Les publications, elles sont ouvertes et tout le monde peut les utiliser.
quel que soit le pays, nous, on est évalué, rémunéré en fonction de nos publications. Donc et c'est pareil pour toute la communauté. Et donc après, si vous voyez que vous avez les mêmes études, les mêmes sujets, ben on va essayer de collaborer à chaque fois. Bon, en ce moment, avec la Russie, c'est juste pas possible. Mais avec la Chine, c'est compliqué. Mais par exemple, là, la prochaine mission chinoise vers la Lune, il y a un instrument français qui sera à bord. Ça se fait simplement, en fait. C'est des négociations politiques, c'est pas de scientifique à scientifique. Les agences spatiales nous aident, mais c'est les agences spatiales qui gèrent ces aspects politiques. Et puis quand vous êtes enfermé là dans la caisse là pendant 6 mois avec, alors c'est vrai que dans la station vous avez les modules russes, vous avez les modules américains, vous avez une espèce de frontière entre les deux quoi, qui se passe comme ça. Hein. C'est matérialisé, mais les gens cohabitent pendant 6 mois dans la même boîte de sardines, donc ils ont tout intérêt à ce que ça se passe bien, parce qu'il n'y a pas de porte de sortie. Vous avez aussi développé le sujet de l'exploitation des ressources naturelles. On sait tous ici aujourd'hui que les ressources naturelles en France dans le monde, sur la planète Terre, se tarissent gravement. Qu'est-ce qui va se passer quand il n'y en aura plus sur la Lune? On ira où? Qu'est-ce que ça veut dire, cet état d'esprit qui continue à aller chercher plus toujours ailleurs, plus loin, avec une violence et une brutalité infernale, alors que les matériaux qui ont été utilisés ici et exploités ici pourraient effectivement être recyclés et réexploités à nouveau, alors que des milliards et des milliards sont investis pour aller détruire un corps céleste sous prétexte qu'il y a une économie à gérer là-bas et qu'il y a une colonisation à opérer. On sait très bien que la colonisation est destructive, qu'elle soit écologique ou humaine. Je vais essayer de rallumer celui-là. Alors, effectivement, au niveau des émotions, c'est ce qu'on peut percevoir. Et ben, moi, je le prends au niveau émotion parce que c'est des questions que je me pose depuis toujours. Comment je gère ce paradoxe entre ma passion pour l'exploration spatiale et mes valeurs? Ça, c'est une question que je me suis toujours posée. Après, vous avez, par exemple, les États-Unis qui le gèrent d'une façon en disant, ben voilà, on ne veut plus abîmer la Terre, donc on va abîmer un autre corps céleste parce qu'on veut plus. C'est leur façon de penser. Je ne dis pas que je la cautionne. Le problème, c'est que en Europe, on a une façon de réfléchir qui est tout à fait valable. Hein, je la critique surtout pas, mais chaque État est indépendant, chaque nation est indépendante. Non, dans le monde. Et la parole de l'Europe, elle peut être entendue, mais c'est pas pour ça qu'elle sera écoutée et appliquée. Et après, c'est discuté au niveau de l'ONU et de... Moi, tout ce que je sais, c'est qu'en tant que scientifique, je veille à ce que les missions sur lesquelles je travaille, elles aient un impact le plus faible possible. Et justement, quand j'enseigne à mes étudiants, j'enseigne vraiment la notion de recyclage, par exemple, de travailler à limiter les ressources utilisées. Par exemple, depuis 5 ans, je travaille sur un projet de recyclage dans l'espace, c'est-à-dire tous les débris dont j'ai parlé tout à l'heure, de dire ben, c'est de la matière première, faisons-en quelque chose. On pourrait par exemple, sur la face cachée de la Lune, mettre un télescope. Il faudrait qu'il fasse nuit pour voir le ciel. Et bien sûr, en plus, on s'affranchirait de l'atmosphère et des turbulences, et c'est des conditions idéales pour l'astronome. Mais en fait, la face cachée de la Lune, on ne la voit jamais. Mais par contre, 15 jours par mois, elle est quand même au Soleil. Donc, quel est l'avantage de mettre le télescope à cet endroit-là? Là, c'est une anecdote que je vous pose. Par rapport à la face visible. Alors, avant de parler d'avantage, il y a une des difficultés, c'est la poussière. Parce que le régolithe est vraiment volatile et crée des poussières. Et donc, pour les instruments tels que les télescopes, c'est délicat parce que ça peut se déposer.
Ensuite, la face cachée, elle devient visible parce qu'on peut mettre des satellites en orbite autour des points, ce qu'on appelle les points de Lagrange. Et donc, on a un satellite de télécommunication qui peut faire du relais. On le compare plus à... Si on est côté face visible, en fait, on va être illuminé par la Terre, par ce qui va rentrer dans le champ de vue, par exemple. Alors que si on est de l'autre côté, on va rien avoir et on a accès à l'espace sans occultation. En fait. Et surtout, on le compare par rapport à des missions comme le James Webb Telescope, qui est un instrument fantastique, hein, qui est le plus beau, le plus complexe et le plus raffiné des télescopes que l'on ait pu créer, et qu'on a envoyé à plus de 200 000 km, je crois, ou même plus, j'ai plus l'ordre de grandeur, mais du coup qui est beaucoup plus loin. Là, l'avantage, c'est qu'on est en surface, donc on est beaucoup plus stable. On peut imaginer qu'on peut le maintenir, le réparer plus facilement qu'avec des distances comme celui du James Webb. Et puis, effectivement, il peut être ébloui de temps en temps quand elle est éclairée. On va avoir des gradients de température, mais ils sont plus localisés. Et donc, on peut imaginer qu'il aurait une durée de vie qui est plus longue qu'un satellite. Donc il faut constamment contrôler la trajectoire, alors que la Lune, elle fait déjà le travail pour nous, quoi. Elle fait déjà la trajectoire. Je vous entends pas, est-ce que c'est... Comment s'entraînent ces gens lambda, entre guillemets, lambda pour aller sur la Lune? Des entraînements express, parce que les astronautes, ça se fait sur... Plusieurs années, oui. Tout à fait. Un astronaute institutionnel, il a d'abord 2 ans de formation dans une agence spatiale où il va apprendre toutes les connaissances scientifiques dont il a besoin et techniques, mais aussi des langues. Il va développer des compétences de gestion de projet, d'interculturalité. Il va développer toutes ces compétences-là. Et après, quand il est affecté à une mission, il va rentrer dans une forme d'entraînement spécifique à sa mission. Donc ça prend entre 2 ans et 5 ans, voilà, en fonction des missions. Les touristes, ceux qui font juste un vol suborbital, là, comme j'en parlais tout à l'heure avec Blue Origin, eux, ils n'ont aucune formation. En gros, ils montent dans le vaisseau et j'ai eu la chance de discuter avec une personne qui avait fait ce vol-là, qui attendait vraiment avec impatience ce vol-là parce que c'était le vol de sa vie et qui avait à bord une personne qui avait la chance d'avoir pu se payer ce vol-là et qui lui a gâché parce que n'a fait que se plaindre, se mettre devant les hublots et gâcher le moment alors que c'était un moment unique. Donc le problème de la formation est un vrai sujet. Après, vous avez les astronautes, enfin ceux qui sont partis, par exemple Crew Inspiration 4, ils ont eu 4 mois de formation sans avoir accès aux installations des agences spatiales. Donc ils sont débrouillés par leurs propres moyens. Donc ils n'ont pas, c'est rien par rapport aux 5 ans de... Donc ils sont un peu partis comme des cow-boys, je dirais, en espérant que tout se passe bien. Ah mais oui, complètement. Complètement. Donc ce qu'ils ont fait, c'est que, en fait, Jared Isaacman, le milliardaire qui a payé leur mission, il a une entreprise qui fabrique des... comment ça s'appelle, des avions, comme les avions de chasse, là, ceux qui... Voilà. Donc ils ont fait des vols comme ça, donc ils ont pu s'entraîner un peu. Ils ont fait de la randonnée en très haute montagne, ils ont fait de la plongée, mais c'est un gros vernis, en fait, qu'ils ont. C'est pas du tout la formation qui est attendue pour les astronautes institutionnels. Donc il y a un risque derrière, complètement. Moi je travaille notamment avec la FAA, donc c'est la Fédération d'aviation, voilà. C'est eux qui établissent les lois pour l'aéronautique, mais aussi pour le spatial, pour mettre en place en fait quelle va être la réglementation pour autoriser en disant oui, il a eu une formation suffisante pour avoir le droit à aller dans l'espace. Actuellement, ces entreprises-là ont eu une dérogation qui a été établie en 2013 et qui a 10 ans d'application. Donc ça devrait tomber en septembre 2023, mais ils sont en train de faire du lobbying pour étendre... Alors j'ai une question ici. Oui, bonsoir. J'ai été très intéressé par
votre propos, et j'ai ressenti, mais c'est peut-être une erreur de ma part, le fait qu'on commercialise de plus en plus certaines actions dans l'espace n'est pas forcément très intéressante. Et en fait, la question que je me pose, et que donc je vous pose, chaque fois qu'il y a un projet de faire une station spatiale, de faire un envoi sur la Lune, etc., l'entreprise qui va faire les choses est une entreprise du projet. Certains Mintzberg appelaient ça l'adocratie. C'est-à-dire qu'on crée l'entreprise pour le projet et on arrête l'entreprise à la fin du projet. Et en fait, pour faire en sorte que les salariés, les personnes qui travaillent dans la recherche, justement, comme l'entreprise qui est à Montpellier, je pense qu'il va vendre des voyages, mais peut-être qu'en vendant ces voyages, ça va lui permettre de faire de la recherche. Et je pense que si on fait en même temps de la commercialisation, que ce soit un État ou des entreprises privées, fassent de la commercialisation de l'espace en même temps que de la recherche, ça permet de pérenniser les entreprises et donc finalement pérenniser le fait de pouvoir faire de plus en plus de projets. Alors, je ne sais pas comment vous répondre parce que j'avais l'impression que dans votre question, il y avait déjà beaucoup d'arguments de réponse. Et donc moi, en tant que chercheur, effectivement, je partage votre point de vue dans le sens où ça va ensemble et que l'innovation va pousser en fait le développement et pas forcément dans un sens de plus de performance ou plus d'enjeux, mais peut-être de le faire mieux aussi. Et c'est un échange. Je ne sais pas, par contre, je ne suis pas certaine que 100% des entreprises ont cette démarche-là, mais effectivement, c'est peut-être un aspect de bonne santé de l'entreprise d'investir en R&D ou en tout cas dans la recherche pour faire avancer la question. Merci pour votre exposé. Moi, j'ai pas compris l'intérêt d'envoyer des poissons sur la Lune sous forme d'œuf, parce que de l'œuf au poisson, il faut qu'il mange le poisson. Donc, pourquoi ne pas faire directement manger l'humain? Manger l'humain. C'est-à-dire que plutôt que d'envoyer des granulés pour nourrir les poissons, ne pas envoyer des granulés pour nourrir directement les hommes qui sont. Alors ça la question, c'est qu'enfermer des gens 500 jours dans une boîte et nourrissez-les que de granulés, ça va très très mal se passer. Là, en fait, dans toutes les missions analogues, ce que l'on voit, c'est que l'alimentation, c'est vraiment une question c'est un enjeu pour l'humain. Et si vous mangez la même chose pendant plusieurs jours, vous allez voir que son moral, sa motivation, sa capacité à interagir avec les autres, ça va très très vite se dégrader. C'est vraiment notre besoin vital, la nourriture, et de l'apprécier. Donc, demander à des gens de faire des exploits, de mettre en jeu leur vie, parce que même si ça fait partie du rêve d'aller dans l'espace, c'est quand même pousser à la limite de ce qui est possible, et de le nourrir que de graines, vous n'allez plus rien en tirer. Il va détester les gens qui sont restés au sol, et vous allez arriver à... Voilà. Donc l'avantage des poissons, en fait ce qu'on a observé aussi, c'est que sur les missions dans l'ISS par exemple, c'est que les astronautes qui s'occupent d'êtres vivants, que ce soit des plantes ou il y avait des salamandres, enfin il y a eu un certain nombre d'animaux qui ont été embarqués, ceux qui s'occupent des vivants, des êtres vivants, ont meilleure morale, oui, ils vivent beaucoup mieux leur mission. Donc après, arriver à tuer le poisson que sur lequel vous avez créé des liens, là il y a encore beaucoup de questions à creuser, bien sûr. Juste une remarque. On a quand même un peu l'impression que les agences nationales comme la NASA ou le CNES ont un peu perdu la main, que c'est maintenant des entreprises. Qu'avant, c'était que les agences nationales, que c'était les États qui géraient
un peu l'espace. Maintenant, c'est Elon Musk qui choisit ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. C'est ces gens qui dominent tout. Alors, c'est pas qu'elles ont perdu la main, mais elles ont changé d'objectif, effectivement. Avant, c'était elles continuent à faire de l'innovation, à pousser de la recherche, mais tout ce qui est dans l'opérationnel, le routinier, quelque part, c'est effectivement passé dans le domaine privé. Donc c'est un changement. Ils ont débroussaillé le chemin et maintenant qu'il est ouvert, c'est pas leur positionnement. Oui, mais il reste quoi aux agences nationales, il y a encore plein de questions à lever. Hein. Par exemple, on parlait tout à technique, l'heure. il n'y a plus rien. Si, ça vous paraît peut-être moins ambitieux, mais par exemple, on parlait tout à l'heure de l'impression 3D. Avant que des industriels puissent faire de l'impression 3D sur la Lune, les agences, en ce moment, dans tous leurs labos, ils ont des chercheurs, des ingénieurs qui travaillent à essayer, avec des simulants de régolithes, parce qu'on n'a pas de régolithes sur la Terre, mais on a des matériaux qui s'en approchent, on essaye de le faire. Donc c'est eux qui le font. Donc sur tous les sujets, on parlait des nouveaux moteurs, on parlait de la puissance électrique, enfin tout ça, les atterrisseurs. Donc oui. Mais une fois que ça marche, qu'on sait faire, on passe la main pour lever d'autres questions. Mais ils sont peut-être moins visibles. Voilà, c'est ça. Oui, moi j'ai une question un petit peu simple peut-être, mais on va construire sur la Lune, on va faire des choses, mais comment on respire? Enfin, comment on prévoit tout ce qui est... même pour les poissons, il leur faut de l'oxygène. Tout à fait. Mais, alors il y a de l'oxygène sur la Lune. Il faut savoir que la Lune, elle a une petite atmosphère. Alors, elle est très très fine, hein, mais il y a une toute petite atmosphère, mais pas assez pour respirer. Donc ça, c'est effectivement un gros enjeu. Tous les habitats, tous les véhicules qu'on va construire doivent être pressurisés. Alors c'est un niveau, une atmosphère qui est une pression qui est un peu plus faible que celle que l'on a sur Terre, avec des températures qui sont aussi entre 20 et 25 degrés pour que ça se passe bien. Mais effectivement, il faut avoir de la ressource en oxygène. Donc, sur ce qui est envisagé, c'est qu'au début, on l'emmène, mais après, on exploite celui qui est sur place. Et la grosse difficulté, c'est que quand vous travaillez, par exemple, à un niveau international, chacun emmène ses modules et il faut pouvoir gérer la pression entre les différentes... les interconnexions, exactement, et les sas entre les différents modules. Et ça, c'est un gros enjeu. Et notamment, vous avez un astronaute, il est dans son habitat. Il doit aller faire une sortie sur la surface de la Lune. Donc, il va passer un scaphandre. Donc, il va falloir gérer la décompression entre la station et puis son scaphandre. Et puis, quand il revient, enfin, c'est complexe. Oui. Meilleur potentiel d'habitabilité, c'est ça qui attire ou pas? Que la Lune, par exemple. La Lune, alors moi je suis plus intéressée par la Lune par mes recherches, alors j'ai peut-être pas une réponse objective. Mars, c'est quand même un environnement qui est particulièrement pénible, avec des températures très très froides, avec une poussière très gênante. Certes, il y a une atmosphère, mais elle n'est pas respirable, donc il faut pouvoir installer effectivement une base. Et puis ça veut dire aller sur Mars, c'est pareil sur la Lune, hein, mais on a tous vécu le confinement maintenant, on sait que ce n'est pas forcément ce qui nous va le mieux, et aller sur Mars, ça va être 500 jours confinés. Donc est-ce que c'est mieux ou pas? Non, mais dans l'imaginaire de l'humanité, c'est la frontière, on veut vérifier s'il y a eu une vie avant sur Mars ou pas. C'est la réponse à certaines de nos questions. C'est pas du tout voir Mars comme un plan B. Ça, je l'ai vu parfois dans des articles. C'est pas comme ça que c'est envisagé. C'est vraiment aller sur Mars pour, à part la version colonisation des Musk, mais c'est plutôt comprendre en fait. Hein, c'est plutôt pour étudier et rester suffisamment longtemps pour pouvoir faire ce qu'on ne peut pas faire avec un robot, parce que vous avez entre 5 et 20 minutes de délai de communication. Donc, imaginez que vous voyez une pierre qui vous intéresse.
le temps de dire au robot il faut l'apprendre et qu'il renvoie les données, enfin, il se passe trop de temps. Donc un humain, lui, il peut prendre des initiatives et c'est là où il y a de l'intérêt. Et chercher la vie, c'est chercher une aiguille dans une boîte de foin. Donc un humain est capable de faire des plus grandes distances et puis de prendre des décisions qu'un robot ne pourra pas faire. C'est pas, en tout cas, les travaux actuels, c'est pas d'installer des villes sur Mars pour dire on va prendre des gens sur Terre, les installer là-bas. Même si on peut le lire dans les livres de science-fiction ou dans les films. Je vais peut-être dire des bêtises, mais j'ai cru lire quelque part qu'il y avait un projet qui vient d'être lancé, qui va vers des satellites de Jupiter, pour essayer sur Io, non pas sur Io, sur je ne sais plus quel satellite, pour essayer de voir si c'est beaucoup plus habitable que Mars, etc. Le problème, c'est que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin, c'est ça? Oui, oui, oui. Là, vous faites référence à la mission JUICE, qui a pour objectif effectivement d'explorer les lunes glacées de Jupiter, puisque en fait ces lunes ont des conditions de température et de pression qui laissent, et il y a de la présence d'eau, qui laissent imaginer que des conditions sont possibles pour la vie, mais de la vie telle que nous on l'imagine. Et c'est toute là la question, parce que on ne sait pas s'il y a d'autres formes de vie qu'on sait détecter ou pas, donc c'est un enjeu. Et puis le jour où peut-être on découvrira de la vie quelque part ailleurs, est-ce que c'est pas nous qui l'avons emmené, même si on prend énormément de précautions, donc c'est des sujets qui sont très complexes. Mais effectivement, dans les lunes, alors pour y aller, la mission JUICE, je ne sais plus, elle met entre 7 et 8 ans pour aller jusque là-bas. Et là, on a des délais de communication qui, je crois, sont de plus d'1 heure ou plus. Voilà. Mais